Bienvenue à tous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Megan Dobrot. Je vais être la modératrice aujourd'hui. Nous avons des jeunes venus de nombreux pays du monde entier pour cette présentation et cette discussion avec Helga Larouche. Je vais juste en nommer quelques-uns parmi eux, et si je n'ai pas nommé votre pays, n'hésitez pas à le faire savoir dans le chat. Nous avons donc des participants des États-Unis, d'Allemagne, du Mexique, de Colombie, du Venezuela, de France, d'Espagne, du Chili, d'Équateur et, ah oui, j'en oublie, l'Irak. Et je suis sûre que j'en ai oublié d'autres. Alors n'hésitez pas à indiquer votre pays dans le chat pour que nous ayons une idée de là où nous sommes présents dans le monde. Alors en 2 mots, pour donner une petite introduction, l'idée de la présentation et de la discussion d'aujourd'hui est née en partie de la conférence de l'Institut Schiller qui aura lieu dans 2 week-ends et au cours de laquelle il y aura un panel intitulé « La coïncidence des opposés, le seul processus de pensée véritablement humain ». C'est donc une des raisons du cours d'aujourd'hui. Mais plus largement, la découverte par Nicolas de Cuse de la méthode de pensée de la coïncidence des opposés est au centre de tout ce que l'Institut Schiller et le mouvement de Larouche font au niveau international. De tout ce que nous faisons pour essayer d'éloigner le monde de cette trajectoire vers un âge des ténèbres et de l'amener vers un nouveau paradigme. Ce n'est pas un programme, ce n'est pas une formule. C'est une façon de penser qui, comme je l'ai appris au cours des nombreuses années où j'ai eu le privilège de travailler avec Helga et Lyndon Larouche, est la chose la plus importante qui gouverne l'histoire de l'humanité. Ainsi donc, les jeunes ont une responsabilité particulière pour maîtriser et apporter au monde cette possibilité d'un nouveau mode d'existence. Je ne veux pas vraiment en dire plus en guise d'introduction, sinon que je suis très heureuse et enthousiaste d'avoir Helga parmi nous aujourd'hui. Au cours des dernières décennies, Helga et son mari Lyndon Larouche ont été parmi les plus importants penseurs et acteurs stratégiques sur la scène mondiale. Et ce qui n'est pas sans lien, Helga est également l'une des plus grandes spécialistes de Nicolas de Cuse. Je pense que nous pouvons nous y mettre. La dernière chose que je dirais à tous ceux qui participent ici, ce serait concentrez-vous, prenez des notes. Après la présentation initiale d'Helga, nous allons ouvrir le débat sur les questions, un dialogue complet. Tous ceux qui ont une question, qui ont une idée, auront une chance de la présenter. Alors n'hésitez pas et soyez prêts pour cette discussion. Je laisse maintenant la parole à Helga. Je suis très heureuse de parler à tant de jeunes, de tant d'endroits, parce que nous sommes dans une période de l'histoire où des décisions sont prises qui peuvent être soit catastrophiques, avec la confrontation géopolitique telle qu'elle se dessine entre le soi-disant Occident et la Russie et la Chine. Si vous ne dépassez pas ce choc géopolitique, cette idée qu'il existe une chose telle que les intérêts d'un pays ou d'un groupe de pays qui doivent être absolument défendus, même avec des moyens militaires, contre d'autres groupes de pays, nous finirons par une 3e guerre mondiale et nous en sommes très proches. Mais il y a aussi beaucoup de conflits régionaux, de conflits internes dans différents pays, qui semblent avoir des différences insurmontables entre différents partis politiques, différents groupes ethniques. Si vous ne surmontez pas ces conflits, vous pouvez avoir une guerre civile, vous pouvez avoir un effondrement de la société, et c'est pourquoi ce concept de Nicolas de Cuse, la coïncidence des opposés, coincidentia oppositorum, est à mon avis une approche incroyablement importante, et elle est à mon avis cohérente avec la méthode de Leibniz, avec la méthode de Vernadsky, avec la méthode d'Einstein,
et surtout la méthode de Lyndon LaRouche. Et comme je vais maintenant commencer à en parler, parce que la vie de Nicolas de Cuse est incroyablement riche, il n'est pas un universitaire. Il a développé tous ces concepts tout en luttant politiquement. Il voyageait à travers l'Allemagne. Il a proposé et en partie réalisé des réformes qui auraient rendu Martin Luther superflu parce qu'il voulait faire le ménage dans l'Église à un moment où l'Église traversait une grave crise morale. Il élaborait donc les concepts les plus profonds tout en étant la personne politique la plus active. Mais avant de commencer à aborder certains de ces concepts et idées, je veux que vous fassiez une idée, car Nicolas de Cuse a vécu au XVe siècle, de 1401 à 1464. C'était une personne incroyablement intéressante. Et vous devez en quelque sorte développer une relation personnelle avec lui. Et une fois que vous avez fait cela, je trouve que ses écrits sont parmi les exercices les plus gratifiants. Chaque fois que je sens que mon processus de pensée est confus ou en difficulté, j'ai pris l'habitude de consulter quelques penseurs pour recharger mes batteries, pour ainsi dire. Et il est certainement l'un de ceux qui met de l'ordre dans votre processus de pensée. Tout d'abord, je veux vous donner une idée de l'environnement d'où il venait. Voici une gravure de ma ville, Trèves. La raison pour laquelle je la montre est que Trèves n'est qu'à environ 30 minutes en voiture de Bernkastel-Kues, où Nicolas est né, et d'où il tire son nom, Cusanus, parce que c'est la forme latine de Kues, qui est le village d'un côté de la Moselle et Bernkastel de l'autre côté. On l'appelait aussi Trevirensis, l'homme de Trèves. C'est pourquoi je vous montre cette photo. Comme je l'ai dit, si vous voyagez aujourd'hui pendant 30 minutes en voiture, vous arrivez à un très bel endroit. C'est Bernkastel, et comme vous pouvez le voir, c'est la Moselle. Et la Maison Blanche que vous voyez ici est son lieu de naissance. C'est donc le lieu de naissance, la maison natale telle qu'elle est aujourd'hui. C'est un musée. Et si vous venez un jour à Bernkastel-Kues, vous devrez absolument le visiter parce qu'ils ont de nombreuses expositions et tous les livres. Et c'est un endroit très amusant à explorer. L'image suivante que vous voyez est son hôpital. C'est la façade où l'on voit qu'il y a une petite église gothique dedans. Et c'était une maison pour les personnes âgées. Il a donné une partie de son argent pour cet endroit. Home for the elderly, he donated with some of his money, and it consistently was in existence for 590 years. Cet endroit qui existe depuis 590 ans. Donc quand vous y allez, et évidemment quand vous venez en Allemagne, vous devez absolument y aller, parce que c'est l'un des endroits les plus passionnants. Vous pouvez voir qu'il y a encore des personnes âgées qui vivent dans cet endroit. C'est le centre culturel du vin, et ils vendent des vins qui sont cultivés ici. Mais cet endroit est très très important, et la raison en est que c'est ici que nous avons fêté les 65 ans de Lynn, et où Norbert Breinin, le premier violoniste du Quatuor Amadeus, et le célèbre pianiste italien Carlo Levi-Minci, ont joué la sonate opus 96 pour violon et piano de Beethoven le 9 septembre 1987.
Donc, si vous regardez cette magnifique représentation pour l'anniversaire de Lynn, vous avez une idée de l'endroit où elle a eu lieu. C'est à proximité immédiate de cet hôpital et de cette maison de retraite. Ce fut l'un des plus beaux moments de notre vie parce que tout était réuni. Nicolas de Cuse, Beethoven, l'anniversaire de Lynn, Norbert Breinin, Carlo Levi-Minci et toute l'organisation européenne. Alors, nous voyons ici la bibliothèque de Nicolas de Cuse. C'est un endroit très spécial. Cette photo ne lui rend pas totalement justice, mais quand vous entrez dans cette pièce, je veux dire, quand j'y suis allée pour la première fois, il y a environ 40 ans, il y avait encore tous les manuscrits des 8e, 9e, 10e siècles et d'autres, posés là. Vous pouviez les toucher, les voir. Et c'était la bibliothèque de Nicolas de Cuse, et vous pouviez voir ce qu'il avait en sa possession, l'accès qu'il avait aux sources. Il y avait beaucoup de notes dans les marges de certains de ces manuscrits. Et quand vous êtes dans cette pièce, même aujourd'hui, où tout est beaucoup plus numérisé et sous verre pour le protéger des nombreux touristes, il y a toujours des endroits où, si vous y entrez, vous ressentez l'esprit de l'histoire et vous pensez aux grandes pensées créatives qui ont été pensées dans ces endroits. Et pour moi, cette bibliothèque, je pense que c'est la plus ancienne bibliothèque privée de cette taille en Allemagne. C'est l'un des lieux sacrés absolus parce qu'il vous donne une idée de la personne qui a vécu là. Voici un autre côté. Vous voyez les instruments astronomiques à l'arrière, sur le côté gauche, les instruments astronomiques que Cuse avait à sa disposition pour ses observations. Comme je l'ai dit, il est né en 1401. Son père s'appelait Henne Crifts, ce qui signifie Krebs, c'était son nom, et dirigeait un bac de Bernkastel à Kues, sur la Moselle, et transportait également des marchandises sur la Moselle d'amont en aval. Nicolas était l'un de ses 4 enfants, et naturellement son père l'a emmené dans ses voyages sur la Moselle. Vous devez avoir un sens de ce à quoi cette Moselle ressemble. Vous voyez que la vallée de la Moselle est très pittoresque, avec des collines abruptes et des collines douces, de beaux villages et villes, des châteaux et des forêts. Ceci est en fait le centre-ville de Bernkastel. Ceci est un autre château. Vous devez donc imaginer que le jeune Nicolas faisait des allers-retours dans cet environnement. Et comme les impressions de l'enfance sont extrêmement importantes pour former la beauté ou non de l'esprit, je voulais vous donner une idée de l'environnement d'où il vient. Car ce qui le distinguait de tous ses frères et sœurs,
et des autres élèves, c'est qu'il était incroyablement curieux intellectuellement et qu'il voulait tout étudier, même quand il était petit. Il n'y a que des témoignages oraux, aucune trace écrite, mais il semble qu'il soit très vite entré dans les frères de la vie commune à Deventer, un ordre créé par Gerhard de Groot, l'ordre enseignant, qui préparait tout le monde aux études universitaires et dont l'élément clé était d'encourager l'étudiant à étudier de manière autonome. Il est entré à l'université de Heidelberg en 1416, au milieu de la célèbre controverse entre le pape et le synode des évêques, qui s'était réuni à Bâle et qui portait entre autres sur la question de savoir qui avait la supériorité. Était-ce plutôt l'approche parlementaire du synode ou le pape? Après 1 an et demi, Nicolas est allé à l'université de Padoue, en Italie, l'un des plus importants centres intellectuels du pays, où il a étudié la jurisprudence, le droit ecclésiastique, le droit canonique, et où il a fait la connaissance de nombreux représentants célèbres de son époque en mathématiques, en astronomie, en médecine et en sciences humaines. Il a fait par exemple la connaissance de Giuliano Cesarini, avec qui il a gardé une amitié de toute une vie. Cesarini était un peu plus âgé et lui a fait découvrir Platon et Aristote, puis il est devenu professeur à l'université et plus tard un cardinal célèbre et très important. Il a également enseigné à Nicolas la langue grecque. Il s'est également lié d'amitié avec Aeneas Toscanelli, le célèbre auteur des cartes qui ont été utilisées par Christophe Colomb, que Toscanelli avait proposé dans une célèbre lettre à Martin de Moritz. Disant qu'on pouvait atteindre la Chine et l'Inde en allant vers l'ouest sur l'océan, ce qui est devenu la base pour la découverte de Colomb des Amériques. En 1423, Nicolas est devenu docteur en droit canonique et a poursuivi ses études à Cologne, où il est devenu le secrétaire du légat papal Giordano Orsini. Et à partir de ce moment-là, QS a vraiment commencé à prendre part aux hautes affaires de l'Église et des différents États. Ayant été à Padoue au contact des humanistes, il était absolument imprégné de l'idée qu'il faut retourner aux sources, qu'il ne faut pas croire ce que les professeurs vous disent, qu'il faut aller voir les écrits des penseurs originaux. Et donc il a participé à une effervescence absolue pour trouver de vieux documents dans les monastères et les bibliothèques des églises. Il a ainsi trouvé 16 comédies oubliées du poète romain Plaute, ce qui a ajouté un aspect supplémentaire à sa renommée. Et ses recherches l'ont également amené à prendre connaissance de nombreux écrits de penseurs romains, grecs et de nouveaux penseurs platoniciens. L'un d'entre eux était Denis l'Aréopagite, qui était un auteur néoplatonicien, mais c'était écrit dans un cadre chrétien. Ainsi, dans l'un de ses documents, il est fait mention d'un Athénien, membre du conseil de la ville, qui, selon ce document, se serait converti au christianisme. Mais des idées qui sortent de sa bouche sont en fait des idées formulées par Plotin, un autre penseur platonicien du IIIe siècle de notre ère, et son élève Proclus, également néoplatonicien. Mais ces textes ont en fait été écrits au Ve siècle après Jésus-Christ, par un auteur dont le nom est un pseudonyme utilisé pour donner plus d'autorité à ses arguments.
Nicolas aimait beaucoup ses écrits, mais il a commencé à douter de leur authenticité parce qu'il a remarqué que ses pensées, écrites seulement au 5e siècle, ne pouvaient avoir été mentionnées par les auteurs du 1er et du 2e siècle. Il a donc découvert que ces documents étaient des fake news, ce qui était évidemment beaucoup plus difficile à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des moteurs de recherche et vous faites des comparaisons et ainsi de suite. Mais à cette époque, vous deviez passer par ces manuscrits incroyablement difficiles. Et c'est justement la façon très importante dont Cusanus a traité chaque chose. Il n'abordait pas simplement cette chose, il l'explorait. Il a également trouvé la preuve que la célèbre donation de Constantin était un faux, ce qu'il a écrit dans la Concordantia Catholica, son premier ouvrage majeur en 1433. La donation de Constantin est le récit concernant l'empereur Constantin, qui a gouverné de 306 à 336 à Augusta Treverorum, cette ville que je vous ai présentée au début. Lorsque l'Empire romain a été divisé en 4 parties, le siège de l'empereur, au nord des Alpes, était en fait dans ma ville natale, dans cette Augusta Treverorum, qui est le nom latin de Trèves. Il y a la très célèbre basilique, qui était le siège de l'empereur Constantin, un bâtiment très important du IVe siècle. Le cœur de l'édifice est même antérieur. Et aujourd'hui, c'est une église protestante. Mais c'était le siège de l'empereur Constantin, qui a une certaine renommée parce qu'il a introduit le christianisme dans l'Empire romain. L'histoire de ce qui a été appelé la donation de Constantin était très importante parce qu'elle concerne directement les jeux de pouvoir de l'époque, liant la papauté au pouvoir terrestre de l'Empire. Nicolas a identifié qu'il s'agissait d'une fraude. C'était en réalité une invention du 8e siècle. Et Nicolas documente le fait que la donation de Constantin n'est pas mentionnée dans les siècles après Constantin. La donation de Pépin plus tardive n'était pas la réintroduction d'un statut légal plus ancien établi d'après Constantin, mais une faveur accordée par le roi Pépin III, accordée au pape Étienne II en 757. Si je vous dis cela, c'est parce que je veux vous donner une idée de l'esprit de Cusanus, qui ne suivait pas de dogme, mais la recherche de vérité historique. En 1432, il s'est rendu à Bâle, où le synode des évêques était toujours en cours. Il est devenu le secrétaire de Césarini et a commencé à rédiger la célèbre Concordantia Catholica, un document rédigé pour le concile de Bâle. Ce document est extrêmement important et à une autre occasion, j'ai retracé l'histoire longue de l'émergence de l'État-nation souverain. Ce n'était pas évident et la plupart des gens, lorsqu'ils parlent de nation, n'ont aucune idée d'où cela vient. Mais dans l'histoire européenne, l'émergence, à partir de l'empereur, à partir du Vatican, l'État de l'Église, qui était entièrement européen, l'émergence de nations individuelles, comme la France, qui a été la première nation souveraine, l'Angleterre la deuxième, et puis finalement beaucoup d'autres, a été un processus très complexe. Et ce livre, Concordantia Catholica, représente une percée absolue. Dans les livres 1 et 2, il discute d'une réforme de l'Église. Dans le 3e livre, de la réforme du Saint-Empire romain, et pour la première fois, il formule des exigences constitutionnelles pour le dirigeant.
un pas en avant majeur vers le droit constitutionnel moderne et la séparation des pouvoirs. C'est une idée complètement nouvelle de la liberté et de l'égalité naturelle de tous les êtres humains comme base de leur participation au gouvernement. Nicolas écrit dans sa Concordancia Catholica, je cite, « Donc, puisque tous sont par nature libres, tout gouvernement, qu'il consiste en une loi écrite ou en une loi vivante dans la personne d'un prince, ne peut provenir que de l'accord et du consentement des sujets. En effet, si les hommes sont par nature égaux en puissance et également libres, l'autorité véritable et convenablement ordonnée d'un seul chef commun, qui est leur égal en puissance, ne peut être constituée que par l'élection et le consentement des autres. Et la loi est également établie par le consentement. » C'était une idée complètement nouvelle, totalement révolutionnaire, que les gouvernements et les gouvernés soient égaux et également libres. Parce que, rappelez-vous, jusqu'à ce moment-là, vraiment jusqu'au XVe siècle, toutes les formes de gouvernement, au moins dans le monde européen, étaient des oligarchies. Vous aviez une petite élite oligarchique qui avait intérêt à garder les masses en état d'arriération pour les traiter comme des esclaves ou des ilotes, pour éliminer une partie du troupeau s'il y en avait trop. L'idée qu'il fallait le consentement des gouvernés était un concept absolument révolutionnaire, une percée absolue. Et je pense que du point de vue du droit de l'État, Cusanus est complètement sous-estimé. Parce que si la population discutait de l'origine de l'État-nation, vous verriez à quel point ce qu'il écrit est important. Parce que le système que Cusanus a développé est pour la première fois un système représentatif. Vous avez une relation juridique réciproque entre le gouvernement et les gouvernés. Il a également dit que ce qui est vrai pour l'allemand l'est aussi pour l'éthiopien. Ainsi, dès la Concordancia, il traite ce principe comme un principe universel valable, aussi bien pour l'Afrique que pour l'Europe. Maintenant, dans le troisième livre, il continue. Les lois naturelles précèdent toutes les considérations humaines et en fournissent le principe. D'abord, la nature veut que chaque espèce d'animal préserve son existence physique et sa vie, qu'elle évite ce qui pourrait lui être nuisible et qu'elle se procure ce qui lui est nécessaire, car la première condition de l'essence est qu'elle existe. Si l'on devait écrire une nouvelle constitution pour un monde d'États-nations souverains, cela devrait être l'un des axiomes, car le droit à l'existence est un concept philosophique ontologique premier très important. Il poursuit, mais dès le début, les hommes ont été dotés de la raison, ce qui les distingue des animaux. Ils savent, du fait de l'existence de leur raison, que l'association et le partage sont des plus utiles, voire nécessaires à leur autopréservation et à la réalisation du but de l'existence humaine. Par conséquent, les êtres humains ont construit des villes et adopté des lois pour préserver l'unité et l'harmonie, et ils ont établi des gardiens de toutes ces lois, avec le pouvoir nécessaire pour assurer le bien public. Comme je l'ai dit, il s'agissait d'une rupture totale avec la forme oligarchique de la société, et en gros l'idée que tout pouvoir légitime naît de la concordance élective et de la libre soumission. Il y a dans un peuple un germe divin en vertu de sa commune et égale naissance et de l'égalité des droits naturels de tous les hommes, de sorte que l'autorité, qui vient de Dieu comme l'homme lui-même, est reconnue comme divine, lorsque naît du commun consentement des sujets. Celui qui est établi dans l'autorité comme représentant de la volonté de tous peut être appelé personne publique ou commune, le Père de tous,
gouvernant sans hauteur ni orgueil, dans un gouvernement légal et légitimement établi. Nous avons ici la graine, la naissance, l'heure de naissance, pour ainsi dire, du système représentatif de la République des États-Unis, entre autres choses, parce que la Constitution des États-Unis n'était pas ou n'est pas une démocratie. C'est une république. Et un système représentatif, dans un sens, est la seule façon dont l'individu peut participer au gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas avoir une démocratie de base. En effet, si vous faites voter tout le monde pour chaque question, combien de lampadaires vous avez au milieu du village? Quelle devrait être la taxation? Si tout est établi de cette façon, vous n'arriverez jamais à rien. Le système représentatif est donc, quand il fonctionne, et qu'il est véritablement constitué de citoyens, la seule forme de gouvernement qui fonctionne. Alors Nicolas continue. Tout en se reconnaissant comme créature, pour ainsi dire, de tous ces sujets en tant que collectivité, qu'il agisse comme leur père en tant qu'individu. C'est là l'état matrimonial divinement ordonné de l'union spirituelle fondée sur une harmonie durable, par laquelle une communauté est le mieux guidée dans la plénitude de la paix vers le bien et la félicité éternelle. Donc, dans une constitution en cohérence avec le bien commun, on demande au gouvernant, d'agir comme un père de tous, ce qui évoque évidemment le sentiment d'amour. Et cette idée d'amour est très commune dans tous les écrits de Nicolas. Il poursuit donc, dans ce but, le bien-être public, le souverain doit faire choisir les sujets les plus qualifiés de toutes les parties de son royaume pour participer à un conseil quotidien avec lui. Ces conseillers doivent représenter tous les habitants du royaume. Ces conseillers doivent constamment défendre le bien de la population qu'ils représentent en donnant des conseils et en servant de moyens appropriés par lesquels le roi peut gouverner et influencer ses sujets. Et les sujets, à l'occasion, peuvent l'influencer en retour. La grande force du royaume provient de ce conseil quotidien. Les conseillers devraient être nommés à cette tâche par accord lors d'une assemblée générale du royaume et ils devraient être liés publiquement par serment à s'exprimer ouvertement pour le bien public. Je pense que ces principes de la Concordancia Catholica donneraient encore des conseils très valables sur la manière d'organiser la vie politique d'aujourd'hui. Car la relation juridique réciproque est le moyen de préserver le bien commun et de faire fonctionner l'État. Après que Nicolas ait écrit ces lignes, il a fallu attendre 343 ans pour que ces idées d'un système représentatif deviennent la Constitution américaine, seule de nature à défendre les droits inaliénables de l'individu. Elles ont été exprimées à la fois dans la Déclaration d'indépendance et dans la Révolution américaine. Son œuvre, Concordancia Catholica, a été écrite pour le Conseil des évêques, et s'ils avaient suivi ces conseils, ils auraient pu résoudre tous les problèmes. Mais en réalité, ils étaient très désunis dans de nombreux domaines et sur de nombreux sujets. Et Nicolas s'est très vite rendu compte que s'en tenir au synode ne fonctionnerait pas. Il a donc déplacé sa position du synode vers la position de la papauté. À cette époque, l'autre grande question, outre le conflit entre les évêques et le pape, était la rupture du conflit entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe grecque. Ils s'étaient séparés et il y avait des négociations
pour savoir comment ils pouvaient se réunir et comment les orthodoxes pouvaient reconnaître le concile. Mais ils ne reconnaissaient pas le concile, mais le pape. Cusanus, qui était devenu quelque peu célèbre en raison de ses écrits et de son incroyable savoir, a été chargé par le pape de faire venir une délégation depuis Constantinople pour participer au concile de Ferrare et de Florence. Il s'est donc rendu à Byzance, à Constantinople, et a accompagné une délégation de l'empereur orthodoxe Jean VIII Paléologue, composée de 700 érudits, des clercs de premier plan. Ils étaient porteurs de manuscrits documentant que le filioque émanait tout autant du Père que du Fils, selon les premiers synodes, concepts exprimés dans le credo. Cela peut être une question nébuleuse pour les gens d'aujourd'hui, mais la question du filioque est très importante. Elle était très importante dans l'Église parce que c'était la question de savoir si, dans la Trinité, le Logos émane seulement du Père ou bien également du Fils. Fili signifie fils, que étant le latin pour aussi, filioque signifie émanant aussi du Fils. Nicolas avait déjà découvert qu'il devait y avoir des documents prouvant que les premiers conciles avaient adopté le filioque également pour les orthodoxes. Et il a pu trouver ces documents. C'était la question sur laquelle la scission s'était produite et elle a joué un rôle extrêmement important dans l'unification des conciles de Ferrare et de Florence, avec l'adhésion commune au filioque. Parmi les personnes qui ont voyagé de Constantinople à Ferrare, il y avait Georges Gémiste, dit Pléton, un conseiller de l'empereur byzantin. Pléton connaissait tout Platon. Platon avait pratiquement disparu en Europe après l'effondrement de la Grèce antique. Et il était un critique extrêmement acerbe d'Aristote, qu'il a également présenté à Florence, en montrant qu'il ne comprenait absolument pas Platon. Il avait rejeté la création divine comme providence continuelle, ainsi que l'immortalité de l'âme, idée complètement incompatible avec le christianisme. Dans cette délégation se trouvait également l'archevêque de Nicée, Bessarion, qui était lui aussi un critique absolu d'Aristote, faisant également connaître Platon en Italie. Tous ont rencontré Cosme de Médicis, créateur de l'Académie platonicienne de Florence. Cette délégation, pour la première fois depuis environ 1300-1400 ans, a apporté avec elle et fait connaître la collection entière de l'œuvre de Platon. Une fois que cela a été connu à Florence et dans d'autres villes italiennes, il y a eu un déchaînement absolu d'enthousiasme pour Platon, auquel les personnes telles que celles que j'ai mentionnées auparavant enrichirent de leur apport. Si vous voyagez en bateau au XVe siècle de Constantinople vers l'Italie, cela vous prend plusieurs semaines. Donc, pendant toutes ces semaines, Nicolas a eu tout le temps de poursuivre des discussions passionnées avec les meilleurs intellectuels grecs orthodoxes de son époque, les platoniciens. Il a soudainement eu une percée créative sur ce bateau. Parti depuis Constantinople en 1437 pour arriver en 1438 en Italie. Il a dit « J'ai soudainement eu une inspiration divine et j'ai pu voir toutes les questions sous un jour complètement différent.
Et cette approche est la coincidentia oppositorum. Écuse écrivit, très conscient de lui-même, « Je suis en ce moment en train de penser quelque chose qu'aucun être humain n'a jamais pensé auparavant. » Dans une lettre du 14 septembre 1453, il dit que la non-acceptation d'affirmations contradictoires est l'axiome commun de toutes les philosophies jusqu'à présent. Et pas seulement d'Aristote. Aristote était juste le plus explicite sur ce point. Il a publié ensuite son deuxième grand ouvrage, De Docta Ignorantia. Il ne l'a écrit qu'en 1440, mais il a développé les idées lors de son voyage en bateau. Au début de ce livre, il dit « Tout le monde connaît la faim, qui donne une sensation très désagréable dans l'estomac, et normalement, il faut manger pour reprendre des forces. Maintenant, l'étonnement, la curiosité, a un effet similaire sur l'esprit parce qu'il est à l'origine de l'action de philosopher. Le rare, l'exceptionnel, est énorme et nous impressionne. Et en essayant de le comprendre, nous recherchons la vérité et cela perfectionne l'esprit. Les caractéristiques de toutes les choses, par un don divin, est d'avoir un désir naturel d'exister de la meilleure façon possible selon leur potentialité. Il s'agit là d'une pensée que vous reconnaîtrez peut-être comme ayant réapparu plus tard chez Leibniz, qui dit aussi que c'est l'harmonie préétablie de la création que chaque être, chaque existence, s'efforce de développer sous la meilleure forme possible dans l'univers. Nicolas poursuit en affirmant que lorsque l'esprit étudie quelque chose, il le fait en comparant ce qui est absolument certain avec les nouveaux phénomènes inconnus. Et cette méthode d'investigation, Kuez l'appelle l'ignorance savante ou l'ignorance connaissante, la docta ignorantia. Il dit que l'on commence par la nature d'une grandeur d'une mesure. Le maximum est aussi l'un, puisqu'il contient tout. Mais comme il n'est qu'un et qu'il n'y a rien d'autre, il est aussi le minimum, puisqu'il n'y a rien en dehors de lui. Voilà une pensée qu'il faut laisser mûrir. Dans le premier livre de Docta Ignorantia, il étudie le maximum dans la façon de penser de tous les peuples. Ce maximum est sans aucun doute Dieu, car Dieu est l'infini absolu. Dans le deuxième livre, il développe comment le maximum est aussi l'existence restreinte maximum. C'est un autre mot pour désigner l'univers, le monde, comme l'infini déployé dans l'espace. Et dans le troisième livre, le maximum absolu dans la pluralité, qui est à la fois le maximum et le restreint, qui est Jésus-Christ, l'être humain divin en qui s'unissent le maximum et le maximum restreint. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas religieux, n'ayez pas peur, parce que lorsque j'ai commencé à étudier Nicolas, il y a de nombreuses années, j'ai eu quelques difficultés. Et au début, j'ai sélectionné les pensées qui me semblaient passionnantes et fascinantes, et j'ai laissé de côté d'autres pensées qui ne me semblaient pas si nécessaires. J'ai laissé de côté, par exemple, tout le troisième livre de De Docta Ignorantia, parce que je me disais que c'était trop religieux. Plus tard, j'ai reconnu que c'était vraiment stupide, parce que vous pouvez étudier ces écrits, et plus vous vous y plongez, plus vous saisissez. Vous n'avez pas à prendre ces questions comme le font les fondamentalistes. Ce n'est pas quelque chose à citer pour ensuite en extraire une interprétation nominaliste. Mais si vous regardez en quelque sorte entre les notes, si vous comprenez que ce sont des concepts pleins de métaphores,
alors vous pouvez en fait saisir un sens philosophique qui est vraiment révolutionnaire parce que Nicolas de Cuse représentait une méthode de pensée qui était en rupture totale avec le Moyen Âge, la constitution même de la pensée des temps modernes. Il a été le père de la science moderne, le père de l'État-nation moderne, et une fois que vous pénétrez derrière des choses qui ont l'air, entre guillemets, religieuses au début, vous pouvez les prendre comme telles, ce n'est pas interdit. Mais vous devez vous efforcer de les comprendre d'une manière spirituellement plus élevée. Si vous faites cela, vous pouvez accéder au sens derrière les mots. Si vous comprenez ces exemples au sens figuré comme des métaphores, pour lesquelles vous devez quitter le domaine des sens et parvenir à une compréhension simple, il est évident qu'il ne peut y avoir de relation entre l'infini et le fini. Par conséquent, l'esprit fini ne peut atteindre la vérité infinie. Dans Decta Ignorantia, livre 1, chapitre 3, il écrit « Donc l'intellect, qui n'est pas la vérité, ne comprend jamais la vérité avec une précision telle qu'il ne puisse toujours la comprendre de manière infiniment plus précise. Il est à la vérité ce que le polygone est au cercle dans lequel il s'inscrit. Plus il y aura d'angles, plus il sera semblable au cercle, sans jamais toutefois devenir égal à lui. Même si on multiplie à l'infini les angles, il ne s'identifiera pas au cercle. » Il s'agit de la fameuse quadrature du cercle. Peut-on faire un cercle à partir d'un polygone? Nicolas discute de l'effort effectué par Archimède, qui n'a pas réussi à résoudre ce problème, en faisant remarquer d'une façon évidente que si vous ajoutez plus d'angles au polygone à l'infini, vous n'atteignez toujours pas le cercle, et donc vous devez faire une sorte de saut mental et penser au cercle comme étant d'une qualité supérieure. Nicolas fait ensuite référence à Pythagore, aux platoniciens Saint-Augustin, Boès, qui ont tous utilisé les nombres et les mathématiques pour étudier l'âme, l'immortalité et la vérité. Il cite le célèbre philosophe Anselme, qui comparait la plus grande vérité à une rectitude infinie. C'est une manière pédagogique, c'est-à-dire que vous pouvez discuter de questions de nature ontologique en utilisant la géométrie et les nombres. Et c'est la méthode que Nicolas affirme être complètement légitime, parce que tous ces penseurs précédents ont essayé d'approcher la vérité de cette manière. Il dit que l'on peut comparer la Trinité à un triangle avec 3 côtés égaux et 3 angles droits. Pouvez-vous imaginer cela? Or, un tel triangle doit évidemment comporter des côtés de longueur infinie. On peut l'appeler un triangle infini et nous pouvons tomber d'accord avec cela. D'autres ont comparé Dieu à une ligne infinie ou à une sphère infinie. Et ils ont tous pensé au maximum de façon légitime. Dans De Docta Ignorantia, livre 1, chapitre 13, il écrit « Je déclare donc que, s'il y avait une ligne infinie, elle serait une droite, un triangle, un cercle, une sphère. Et de même, s'il y avait une sphère infinie, elle serait un cercle, un triangle et une ligne.
Et il faut dire la même chose du triangle infini et d'un cercle infini. Premièrement, il est évident qu'une ligne infinie est une ligne droite. Le diamètre d'un cercle est une ligne droite et la circonférence est une ligne courbe plus grande que le diamètre. Si donc la ligne courbe est d'autant moins courbe que la circonférence est celle d'un cercle d'autant plus grand, alors la circonférence du cercle maximum, qui ne peut être plus grande, est courbe au minimum et droite au maximum. Ainsi, le maximum coïncide avec le minimum. Et l'œil voit qu'il est nécessaire dans ces conditions que la ligne maximale soit courbe au minimum et droite au maximum. Et sur ce point, il ne peut rester le moindre doute quand on voit, sur la figure ci-contre, sur la partie gauche, comment l'arc CD d'un plus grand cercle s'éloigne plus de la curvité que l'arc EF d'un cercle moins grand, et l'arc EF s'éloigne encore plus de la curvité que l'arc GH d'un cercle encore moins grand. Donc, la ligne droite AB sera l'arc du cercle maximum, qui ne peut être plus grand. Ainsi, on voit comment la ligne infinie et maximale est nécessairement la plus droite, que la curvité ne s'oppose pas à elle, et plus encore, que la curvité dans la ligne maximale est une droite. C'est ce qu'il fallait prouver en premier lieu. Deuxièmement, j'ai déclaré que la ligne infinie est un triangle maximum, un cercle maximum et une sphère maximum. Pour démontrer cela, il faut que nous voyions dans les lignes finies ce qui est en puissance. Et parce que la ligne infinie est en acte, tout ce que la ligne finie est en puissance, ce que nous cherchons nous apparaîtra plus clair. D'abord, nous savons que la ligne finie peut être plus longue et plus droite. Et nous avons déjà démontré que la ligne maximale est la plus longue et la plus droite. Ensuite, si une ligne AB, le point A restant immobile, si une ligne AB, le point A restant immobile, trace une courbe autour de A jusqu'à ce que B vienne en C, un triangle apparaît. Si on poursuit le tracé de la courbe jusqu'à ce que B revienne à sa place de départ, on obtient un cercle. Si de nouveau A restant immobile, B poursuit le tracé de sa courbe jusqu'à ce qu'il parvienne au lieu opposé d'où il est parti, à savoir D, alors une ligne continue est produite à partir des lignes AB et AD, et un demi-cercle est décrit. Et si le diamètre BD restant immobile, le demi-cercle trace une courbe, une sphère apparaît. Et la sphère elle-même est de la ligne en puissance, ce qui est ultime. Existant totalement en acte, parce qu'elle n'est en puissance aucune figure ultérieure. Si, donc, ces figures sont en puissance dans la ligne finie, et que la ligne infinie soit en acte tout ce que la ligne finie est en puissance, il s'ensuit que l'infini est triangle, cercle et sphère. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Et puisque tu veux peut-être voir plus clairement comment l'infini est en acte, ce que ces choses finies sont en puissance, je vais t'apporter encore plus de certitude.
C'est donc ici que Nicolas discute pour la première fois du fait que le maximum, la ligne infinie, le triangle infini, la sphère infinie, est le plus grand, qu'il ne fait qu'un avec le plus petit, le minimum, la coïncidence des opposés. Dans De Docta Ignorantia, livre 1, chapitre 14, Nicolas dit qu'un processus de pensée qui ne transcende pas le niveau des sens ne comprend pas qu'une ligne peut aussi être triangulaire, parce que si vous ne regardez que la certitude des sens, votre esprit proteste et dit « Non, ceci est une ligne et non un triangle, ou un triangle et non une sphère ». Mais pour le processus de pensée comprenant, comme l'appelle Nicolas, c'est facile. Puisque les deux côtés d'un triangle ne peuvent pas être plus courts que le troisième, il s'ensuit qu'un triangle dont un côté est infini, les deux autres côtés doivent être infinis aussi. Et comme il ne peut y avoir plusieurs infinis, ils tombent tous en un seul. C'est l'introduction de l'infini dans les calculs géométriques, et on peut effectivement dire que Nicolas prépare ce qui deviendra le calcul avec Leibniz, la mesure des courbes et des surfaces. Il contient aussi l'idée de l'éternité de l'univers. Ainsi, dans un sermon, d'ailleurs, beaucoup des excellentes percées de Nicolas se sont produites dans des sermons. Dans le sermon du 6 janvier 1456, il écrit « En outre, nous pouvons dire que, puisque Dieu est l'éternité, alors dans la mesure où le temps dérive de lui, et ainsi le monde temporel est et a toujours été issu de l'éternité, c'est-à-dire de Dieu. Le monde a toujours été, c'est-à-dire à chaque instant. Cela n'était évidemment pas conforme à l'Ancien Testament, qui dit que le monde a été créé en 6 jours par Dieu. Il faut savoir qu'au XVe siècle, on ne pouvait pas simplement contester ces choses, parce qu'il y avait une autorité écrite claire sur leur interprétation. Ainsi, en mars 1329, il y a eu une déclaration papale intitulée In Agro Dominico, publiée par le pape Jean XXII, qui condamnait la thèse de Maître Eckhart. Maître Eckhart était, pourrions-nous dire, un mélange de platonisme et de mystique. Mais cette dernière notion doit être discutée parce qu'elle est utilisée de nos jours d'une manière différente. Sur ces 28 thèses, 17 d'entre elles ont été déclarées hérétiques et 11 comme suspectes d'hérésie. Nicolas aimait bien Maître Eckhart, dont il avait eu les manuscrits à partir de 1440. C'est l'année où il terminait la Docta Ignorantia. Il a écrit plusieurs commentaires. L'un d'eux, Cave. Fais attention. Prenez la photo à droite. C'est un manuscrit de la Docta Ignorantia et vous pouvez voir sur le côté droit qu'il y a beaucoup de notes manuscrites, des commentaires de Nicolas. Et l'un d'entre eux dit ce Cave. Fais attention. Ceci était en réalité très beau, parce que tout d'abord, vous pouvez le voir, vous n'aviez pas Internet, vous n'aviez pas de recherche Google, et vous deviez écrire toutes ces réflexions personnelles. Parcourir ces documents originaux représentait un gigantesque effort mental. Et la beauté de ces documents dans la bibliothèque de Nicolas est qu'il a beaucoup d'écrits de tous ses penseurs. Il a pris des notes sur le côté, et donc vous pouvez réellement voir et étudier comment il les a interprétés
Et quelle était sa conclusion? Si vous dites ainsi que le monde est là depuis toujours, vous remettez en question la création en 6 jours. Et, comme vous pouvez le voir avec d'autres personnes comme Giordano Bruno et d'autres, cela tourne mal pour votre vie. Quoi qu'il en soit, Nicolas est arrivé à la conclusion que l'univers est infini, qu'il n'a ni circonférence ni centre. Nicolas avait donc ces idées bien avant Copernic ou Galilée. Cette image, comme vous pouvez le voir, est la vue que Nicolas avait depuis le bateau qui allait de Constantinople à l'Italie. Maintenant, il est évident que cette vue peut être obtenue n'importe où sur l'océan lorsque vous voyagez en bateau. Et tous ceux qui ont déjà fait un voyage sur l'océan auront un souvenir ou un sentiment très vif que ce qui ressemble à une ligne droite, à savoir l'horizon, est en fait une circonférence. Et nous savons que la Terre n'est pas plate, une ligne droite, ou juste bidimensionnelle, mais qu'elle est une sphère. Nicolas a fait cette découverte sur la coïncidence des opposés et sur le fait que les lignes droites dans l'infini sont aussi des sphères infinies. Dans l'environnement dans lequel vous pouvez imaginer qu'il se trouvait avec les plus grands intellectuels de son temps, Platon, Bessarion, discutant de ces idées de Platon et de l'unité de l'Église, je suis donc absolument certaine que c'est cet environnement qui lui a inspiré ou a contribué à lui inspirer ces idées. Kepler appelait Nicolas le divin Cuse. Car pour faire une percée dans le domaine de la gravitation, il fallait qu'il abandonne le point de vue de Copernic. L'idée que la Terre ou le Soleil sont le centre de l'univers et qu'il en vienne à des principes complètement différents concernant l'univers. Dans ce sens, Nicolas a préparé le terrain pour Kepler. De même, Vladimir Vernadsky, l'a appelé Cusanski le grand tremplin. Nicolas de Cuse est connu en Russie sous le nom de Cusanski et il y est beaucoup plus célèbre qu'à l'ouest, au cœur de la science russe. Or, le concept de coïncidence des opposés n'est pas un concept statique ou à appréhender uniquement en termes de géométrie, mais il inclut un concept d'évolution de l'univers en tant qu'unité. Nous avons vu que Dieu est l'unité et la grandeur absolue, maximitas, et l'univers comme unitas universi, l'univers, comme une multitude contractée, unitas contracta, et Jésus-Christ comme l'incarnation de la multitude unie, le maximum contractum. Dans cet univers existe un ordre hiérarchique, des espèces supérieures et inférieures, et elles sont toutes séparées par un sceau d'espèces. Or, Nicolas dit, aucun individu d'une espèce n'est parfait tant qu'il appartient à sa propre espèce. Il ne sera pleinement accentué, pleinement développé, que s'il participe à l'espèce supérieure suivante. Pour l'être humain, cela signifie qu'il doit participer à Dieu. Et c'est une qualité de l'être humain que Nicolas appelle capax Dei, participer à Dieu. Et il décrit cette évolution comme le fait d'être propulsé en haut. En allemand, emporgerissen,
arrachés presque violemment, arrachés vers un niveau supérieur. De même, la relation entre l'inorganique et les plantes, et entre les plantes et les animaux, se déroule fondamentalement de cette manière. Le potentiel de l'espèce inférieure ne s'accentue pleinement que si elle participe à un principe d'existence supérieure. Le professeur Haupst, l'un des grands spécialistes de Cuses, qui a créé la Cusanus Stiftung, la Cusanus Gesellschaft, la société Cusanus, qui réside à Trèves, près du Dôme, se trouve une belle villa, la maison où la professeure Haupst avait son bureau, où je lui ai rendu visite à plusieurs reprises. Il a été l'une des personnes qui ont contribué à déclencher cette renaissance du Cusin. Aujourd'hui, si vous allez dans toutes les différentes langues, vous trouvez des tonnes de spécialistes qui sont enthousiasmés par Nicolas de Cuse. Cependant, le professeur Haupst, érudit de Mayence et théologien, est celui qui a fait une découverte incroyable de beaucoup de manuscrits. Il savait, par exemple, par ses recherches, que certains manuscrits devaient être cachés dans une certaine bibliothèque privée à Londres. Alors il a envoyé 2 assistants. Ils ont découvert les manuscrits. Donc il a constitué une collection incroyable et il a commencé à tenir les symposiums annuels de Cusanus. J'ai participé à l'un d'entre eux au début des années 70. Et puis j'ai développé une véritable amitié avec le professeur Haupst. Il a appelé cela, je cite, « la loi biogénétique de l'évolution chez Nicolas de Cuse ». C'est vraiment une idée incroyable qu'au XVe siècle, vous ayez eu un concept d'évolution à partir de considérations théologiques qui est exactement ce qu'était vraiment l'évolution. C'est le principe supérieur de la création qui affecte le principe inférieur, de la même manière que l'esprit façonne la biosphère. La noosphère est plus puissante que la biosphère. La biosphère est plus puissante que l'inorganique. Et il ne s'agit pas de la survie du plus apte, darwinienne, mais de quelqu'un qui établit le vrai concept d'évolution. Vous trouvez dans les œuvres de Cuse un autre tremplin pour une pensée complètement nouvelle que je trouve extrêmement incroyable. Ce principe de maximation n'est pas un développement du bas vers le haut. Et dans le Demente, Nicolas développe l'idée que la connaissance de Dieu émane du mens, qui est le mot latin pour l'esprit, qui est l'image de Dieu projetée sur tous les niveaux inférieurs. Et cela place l'homme dans une position absolument unique. L'idée incroyable ici est que Dieu accède au monde par l'esprit humain, parce que l'homme est imago viva Dei, et que Dieu continue le processus de création par cette créativa, le pouvoir créatif de l'homme. C'est pourquoi Lyndon LaRouche a toujours écrit et dit que lorsque l'esprit développe des hypothèses adéquates, l'univers, je cite, obéit à la raison créatrice de l'homme. Dans Demente, Nicolas développe ainsi l'idée de l'infinie perfectibilité de l'esprit. Dans un autre écrit incroyablement fascinant, intitulé Des Berylo, du béryl, il s'agit d'une allégorie selon laquelle les lunettes sont fabriquées à partir d'un béryl, qui est un minéral. Il ressemble à une pierre précieuse. Que ce bérylo est taillé à la fois de manière concave et convexe. Je devrais avoir une image de convexe et du concave, mais vous pouvez imaginer
que c'est soit tourné vers l'intérieur, soit tourné vers l'extérieur, soit courbé vers l'intérieur, soit courbé vers l'extérieur. Et que le fait d'être concave et convexe en même temps correspond, selon Cusanus, à la coïncidence des opposés. Selon Nicolas, il existe 4 niveaux de connaissance. Le premier est le sensus, les sens. Le deuxième, l'entendement, le ratio. Le troisième, la raison, qui est l'intellect. Mais il existe un 4e niveau qu'il appelle visio, la vision. Et il cite dans cet écrit cet Hermès Trismégiste qui, en quelque sorte, n'est pas tout à fait une appellation authentique. Les idées sont authentiques, mais le nom n'est pas authentique. Qui a prononcé la phrase incroyable « L'homme est le 2e Dieu ». De la même manière que Dieu est le créateur de l'univers physique, la création, l'homme est le créateur des concepts, des idées. Cuse, au début du De Berillo, dit au lecteur qu'il parle souvent de la coïncidence des opposés et qu'il fait de gros efforts pour passer le sens. Parce que c'est un concept difficile et les gens ont des blocages mentaux qui doivent être surmontés. Mais il dit ensuite, je dois lancer un avertissement, comme Platon et Dionysius l'ont fait auparavant, qu'il est interdit de révéler ses secrets à ceux qui ne sont pas capables d'élévation mentale, parce qu'ils sont collés au sens et ne trouvent rien de plus ridicule que ces sujets sublimes. Parce que ceux qui sont pris dans leurs attitudes animales ne saisissent pas les secrets divins. Mais ceux qui s'appliquent et admettent les explications seront heureux du trésor mental qu'ils ont trouvé. Puis il cite également un autre penseur, le penseur grec Protagoras, qui dit « L'homme est la mesure de toute chose ». Maintenant, cela est aussi assez incroyable. Et il précise que puisque l'âme cognitive est le but de tout ce qui est connaissable, il cite encore Hermès Trismégiste, l'homme est le second Dieu, comme Dieu est le créateur de l'univers physique, de l'existence véritable et des formes naturelles, l'homme est le créateur des idées, ce qui a une similitude avec l'activité créatrice divine. Donc l'homme est l'imago viva Dei, est l'image vivante de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vit, c'est l'image qui vit. Ceci est très important. Imago viva signifie image vivante de Dieu. Parce que l'image n'est pas une image morte, c'est une image vivante, parce qu'elle continue le processus de création. Et cela est possible parce qu'il a la vis creativa, le pouvoir créateur, parce qu'il peut participer à Dieu, capax Dei. C'est incroyable parce que si vous pensez, vous savez, vous pouvez toujours juger un philosophe par l'image qu'il a de l'homme. Maintenant, si vous pensez à l'image de l'homme qu'ont, par exemple, les représentants anglais des Lumières, Locke, Hobbes, pour lesquels l'homme est une bête, vous avez besoin de l'état fort pour contenir le mal, ou le mal privé crée le bien public, comme l'affirme Mandeville. Toutes ces images terribles de l'homme. Et de l'autre côté, vous avez Schiller, qui a l'image de l'homme comme une belle âme. Vous avez Humboldt, pour qui la plus incroyable beauté du caractère peut être suscitée par l'éducation.
Je veux dire par là que vous pouvez juger un philosophe à partir de l'image qu'il a de l'homme. Et Nicolas est pour moi l'une des personnes qui a la plus incroyablement puissante image de l'homme, et cela m'a permis de comprendre cette question de Jésus-Christ. Parce que lorsque vous la regardez d'un point de vue philosophique, et ceux qui sont religieux sont les bienvenus pour la regarder d'une manière religieuse, l'idée que l'incarnation de Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, le fait participer à toutes les qualités du Créateur, et que cela a une perfectibilité sans limite. Je pense que c'est la manifestation la plus forte de l'identité créative de la personne humaine. Et Nicolas dit, quand l'homme est créatif, il est un second Dieu, il est divin. Ainsi, dans tous ses écrits, Nicolas utilise une pédagogie très clairement socratique, qui consiste à conduire le lecteur à partir de quelque chose d'apparemment évident aux plus hautes intuitions cognitives. Car l'homme tel que je l'ai défini est un microcosme qui, dans son processus de pensée, correspond au macrocosme. C'est pourquoi l'esprit humain produit des idées qui peuvent affecter le macrocosme. En d'autres termes, nous dirions en termes modernes, l'idée créée par l'esprit humain peut produire une découverte scientifique qui, si elle est appliquée comme une technologie dans le processus de production, conduit à une plus grande productivité et un niveau de vie plus élevé des gens, une plus grande longévité et donc change l'univers physique. Ce que Lyndon LaRouche a écrit à ce sujet dans de nombreux textes. Mais vous trouvez ici chez Cuse la raison pour laquelle cela est possible. Pourquoi une idée immatérielle dans le microcosme a un effet physique dans le macrocosme. Il est évident que Leibniz a discuté de cette idée sous une forme différente, à savoir que chaque être humain est une monade qui contient en principe toute la légitimité de l'univers entier et qui est l'image du divin. Dans un autre écrit très amusant intitulé « Le jeu de la boule », Nicolas parle d'un monde triple. Le petit qui est l'homme, le grand qui est l'univers et le plus grand qui est Dieu. L'homme est à la fois un petit monde et un monde complet, de même qu'il participe au grand univers, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul univers. Ainsi, l'homme n'est pas en dehors de l'univers, mais il est à la fois un monde complet et séparé, et en même temps une partie du grand univers. Et l'accomplissement de l'homme est l'auto-perfectionnement et la ressemblance avec Dieu. Lyndon LaRouche et moi sommes allés de nombreuses fois à Bernkastel-Kues pour visiter la bibliothèque, la maison natale, et une fois nous y sommes allés avec un ami très cher, un érudit de très haut rang de Rome, du Vatican, et nous avons joué au jeu de la boule. Le jeu de boule est un autre de ces dispositifs pédagogiques de Nicolas qui s'appuie sur un jeu. Il s'agit d'une sphère, d'une balle, qui est en quelque sorte taillée de manière à avoir un élément convexe et un élément concave, de sorte que lorsque vous la lancez, elle ne va pas en ligne droite, mais en spirale. Et le jeu est tel que vous avez sur le sol, je pense, 9 cercles, avec un centre, et vous devez lancer la balle de manière à ce que d'abord elle reste sur la surface et qu'elle se rapproche le plus possible du centre, ce qui demande quelques compétences et je dirais un peu de chance. Nous sommes donc allés là-bas avec cet invité de marque, discutant des idées de Cusanus et jouant au jeu de boules qui se trouve dans la maison natale de Cusanus.
pour que les visiteurs puissent y jouer. Et l'ami distingué, il a complètement raté ça. La balle est allée quelque part dans le coin. Je m'en sortais mal aussi. Et Lynn l'a lancée. Elle est allée tout droit au centre. Je pense personnellement que c'était un hasard chanceux. Mais Lynn était convaincu d'avoir maîtrisé le principe. Et peut-être est-ce le cas. C'est une des questions qui n'aura probablement jamais de réponse. Mais c'était très amusant. Et c'est très amusant parce qu'à partir d'un simple jeu, on peut arriver aux idées les plus profondes sur Dieu, l'univers, la création et la nature de l'homme. Il y a un autre écrit très utile, l'un de ses derniers écrits intitulé « Des Visionnae Dei » sur la vision de Dieu. Et il a été écrit à la demande de l'abbé et des moines du monastère de Tegernsee, avec lesquels il entretenait une amitié depuis plusieurs décennies. Ils lui ont demandé à plusieurs reprises « Aidez-nous à comprendre ce concept de la coïncidence des opposés, car c'est un concept si difficile. Ne pouvez-vous pas écrire quelque chose qui l'explique, afin que nous puissions tous le comprendre ?» Et donc Nicolas a écrit ceci. Et c'est en effet un très bel ouvrage pédagogique que vous devriez lire. Il dit au début, « Vous savez tous qu'il y a plusieurs peintures de la Renaissance. » Et il nomme plusieurs d'entre elles, de quels endroits elles proviennent, où elles sont conservées. Et il dit alors, « Certaines de ces peintures ont une perspective telle que, par exemple, si vous avez une personne, dans ce cas c'est l'image de Jésus-Christ, elle est peinte de telle manière que peu importe d'où vous regardez cette image, vous avez toujours le sentiment qu'elle vous regarde droit dans les yeux, et seulement les vôtres. Il demande donc aux moines de placer cette image dans le fond de la pièce et de se disposer en cercle, en formant un demi-cercle autour d'elle, l'un à gauche et le suivant à droite. Puis il dit, « N'est-ce pas comme si vous aviez tous le sentiment que cette image ne regarde que vous, peu importe où vous vous tenez, et vous pouvez avancer ou reculer dans n'importe quelle position, vous aurez toujours ce sentiment. » Et puis à partir de là, il continue à discuter comment cela est possible et comment il arrive à ce qu'il appelle alors le mur de la coïncidence des opposés. C'est là qu'il crée un autre problème, parce qu'il dit quand le plus tôt coïncide avec le plus tard, que la fin coïncide avec le début et que l'alpha coïncide avec l'oméga, et il utilise cette image des moines circulant dans cette pièce pour démontrer ce principe, alors vous êtes au mur de la coïncidence, pas encore à la coïncidence des opposés. Et il dit, vous avez besoin d'une autre étape. Vous devez mentalement sauter par-dessus ce mur pour voir derrière ce mur et participer à la coïncidence des opposés qui est seulement en Dieu. Cette idée de la coïncidence de l'avant et de l'après, de la fin et du début, de l'alpha et de l'oméga, c'est ce que Lynn décrit dans plusieurs de ses écrits comme la simultanéité de l'éternité. Je vais donc en rester là. J'espère vous avoir mis en appétit pour que vous commenciez à lire ces choses auxquelles il est difficile de s'accoutumer. Au début, vous vous dites « Quelle est cette langue ?» Mais une fois que vous aurez fait l'exercice mental de commencer à suivre le Manuductio, comme l'appelle Haupst de Cusanus, vous commencerez à voir les choses sous un jour complètement différent
Vous ne serez certainement pas bloqué dans la confrontation géopolitique. Vous reconnaîtrez toujours le niveau supérieur d'unité où un conflit peut être résolu. C'est pourquoi je pense que cette méthode de pensée de la coïncidence des opposés est la vision pédagogique nécessaire pour résoudre n'importe quel problème sur la planète aujourd'hui et dans le futur.